Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Il en est de certaines situations politiques qui parviennent à un niveau alarmant de pourrissement, comme il en est d'une personne atteinte d'un cancer généralisé sans rémission possible. Dans de telles situations, autant l'observateur politique que le médecin savent ce qu'en sera l'aboutissement et quelle devra être la conduite à tenir, dans un cas comme dans l'autre. C'est ainsi qu'en Algérie, tous les indices, tous les signaux, tous les symptômes, tous les non-dits assourdissants disent tous ce que la presse algérienne est unanime à ne pas dire, ce que les partis politiques s'évertuent à taire, ce que les prétendues institutions s'acharnent à glisser sous le tapis d'une honteuse connivence. Mais en vain, on ne peut pas éclipser le soleil avec un tamis. La propagande et la désinformation ont des limites. Et pire encore, pour ceux qui en usent et en abusent, elles se retournent toujours contre ceux qui en ont dépassé la dose prescrite. Et ainsi, comme ne s'y attendaient pas les apprentis sorciers, qui avaient promis de faire tomber la pluie bienfaisante, mais qui ont surtout réussi à faire s'abattre la grêle dévastatrice sur des champs fertiles, le diagnostic est désormais établi, sans l'ombre d'un doute. Une crise généralisée est là, dans toute sa terrifiante métastase. Rien n'a été épargné au pays, ni même à son avenir. Non, ne vous en déplaise, à sa quiétude, voire même à sa sécurité nationale. L'impéritie, l'improvisation, la navigation à vue, la médiocratie couplée à une inimaginable mafiocratie ont été comme autant de rayons de dévastation qui ont tous convergé vers le cœur de la nation à la faveur d'un coma politique généralisé. Sauf qu'à la différence du grand malade, pris en charge par une équipe très compétente de médecins, ce pays n'a à son chevet que ses propres fossoyeurs, ceux qui l'ont saigné, vampirisé et qui ne pourraient pas le sauver de toutes les façons, même s'ils le voulaient. L'urgence médicale, autrement dit une synergie de salut public, est désormais le seul moyen qui reste à ceux et celles qui ont à cœur l'amour de leur pays, qui n'ont de maître que l'irrépressible aspiration à la sauvegarde de leur nation, de l'avenir de leurs propres enfants. L'heure est grave et l'avenir sera comptable de l'engagement ou non de chacun parmi nous. Algérie, l'heure est grave. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Abderrahim Moussawar, militant pour la démocratie, enseignant. Abderrahim, merci d'être des nôtres.
Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux invités et à tous les téléspectateurs de North Africa TV. Merci pour cette invitation. J'espère qu'on va passer un moment de sérénité, de discussion politique autour de tout ce qui se passe dans notre pays. Merci. Et avec nous par visio, j'ai vraiment le vrai plaisir de recevoir notre ami Sidi Mennad Si Ahmed, expert onusien spécialisé dans l'environnement. J'espère l'avoir bien présenté. Sidi Mennad, Sidi Ahmed, merci d'être des nôtres. Bonsoir à Ibn Chenouf. Toujours un plaisir aussi de vous retrouver et aussi de participer à des débats que j'ai toujours appréciés, même si parfois, je dois reconnaître, je ne suis pas non plus omniscient et par conséquent, j'évite à chaque fois de parler de sujets que je ne maîtrise pas. Et bonsoir donc à vos téléspectateurs et à votre invité que je connais par votre biais, le biais de notamment la chaîne El Magharibiya. Et ici, nous sommes sur une chaîne de Afrique, Afrique du North Nord. Africa TV. Oui. North Africa, ok. Ouais. Donc voilà, merci pour cette invitation et j'espère qu'on pourra faire de un échange riche et surtout intéressant pour ceux qui nous écoutent. Merci. Merci à vous. Alors, je vais commencer par vous, Sidi Mennad Si Ahmed. Je passe pour beaucoup de nos téléspectateurs pour un complotiste avéré. Je ne vois que le mal. Je passe mon temps à ne parler que du côté négatif de ce régime et je passe surtout le reste qu'on me prête, à tort ou à raison. Mais personnellement, j'ai été interpellé, Sidi Mennad, d'abord par cette tempête qui tombe à propos, qui semble un peu comme un prétexte pour éviter à M. Tebboune de procéder à cette fameuse méga inauguration de ce projet historique et Raj Bilet. Mais curieusement, ça coïncide aussi avec l'arrivée de Boulos, qui est un haut conseiller de M. Trump pour les affaires africaines, arabes et du Moyen-Orient, qui est arrivé avec une très forte délégation. Ce qui veut dire que s'il y a délégation, c'est qu'il y a plusieurs expertises qui vont se charger, vous le savez mieux que moi, qui vont se charger d'un dossier qui comprend plusieurs volets. Comme par hasard, les USA, Trump a fait savoir que le fer algérien va être frappé d'une taxe absolument qui le rendra quasiment invendable. Et il semble reprocher en même temps à l'Algérie d'entretenir des relations avec une société turque qui va prendre en main cette production de fer. Donc beaucoup de choses qui interpellent et qui disent qu'il se passe quelque chose derrière cette absence d'inauguration et derrière cette fameuse tempête dont on nous dit, qui même si elle est un peu difficile pour les populations, n'est pas vraiment une tempête telle qu'on nous l'avait décrite. C'est une tempête dont la moyenne de la vitesse du vent est de 55 km à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, Sidi Mennad Si Ahmed? Bon, c'est Jamel d'abord pour la tempête. Je suis climatologue, donc je peux me permettre d'en parler. C'est des événements qui ne sont pas si rares que ça au-dessus de la Méditerranée. Donc, c'est une perturbation qui, quelque part, s'est renforcée en traversant la Méditerranée. Donc, il n'est pas non plus, comment dirais-je, inhabituel d'avoir ce genre de perturbation, sans pour autant minimiser aussi je dirais, le risque de dégâts, etc. Mais ce n'est pas non plus une tempête tropicale telle qu'on les connaît ailleurs. Sauf que, bon, je dois avouer que les récentes études
auxquelles je me suis intéressé personnellement et ailleurs, montrent qu'avec les changements climatiques, la mer Méditerranée se réchauffe, disons, d'une façon plus conséquente. Et par conséquent, donc, les chocs entre masse d'air froid qui viennent du nord et masse d'air chaud qui viennent du sud seront beaucoup plus fréquents et beaucoup plus mouvementés, si j'ose dire. Donc, ça va effectivement donner des perturbations atmosphériques assez prononcées. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, il est évident que être dans la prévention, dans la précaution, n'est pas une mauvaise chose. Parce que je ne veux pas passer comme complotiste comme vous l'êtes, si jamais. Voilà. Mais c'est Ahmed, Sidi Mennad, c'est Ahmed. Est-ce que la gravité de cette tempête peut justifier que tout le pays soit mis à l'arrêt? Les écoles, les administrations, les transports, quasiment tout le pays est sommé de rester à la maison, de ne rien faire, d'attendre que ça passe. Alors que de telles tempêtes avec une telle intensité, en Europe par exemple, nous les voyons régulièrement, chaque année quasiment, sans que cela ne paralyse tout le pays. Quel est votre point de vue technique et de spécialiste sur la question? En toute sincérité, j'ai trouvé ça effectivement exagéré, mais maintenant, on ne peut pas reprocher non plus aux gens ou aux autorités d'être précautionneuses, de prendre, je dirais, les mesures prendre les mesures qu'il faut. Je ne sais pas si elles prennent les mesures qu'il faut, mais d'alerter la population, à la limite, on ne peut pas leur en vouloir parce que si effectivement il y a des dégâts, à ce moment-là, on pourra le reprocher aux autorités. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux pas réellement répondre parce que moi, quand je regarde toutes les observations satellitaires qui sont disponibles d'ailleurs pour tout citoyen qui veut s'intéresser à ça, il y a une application pour ça, donc on peut suivre donc ces observations satellitaires qui nous renseignent sur cette perturbation. Je ne vois pas de dégâts majeurs. Maintenant, les infrastructures telles qu'elles existent en Algérie, je ne peux pas vraiment juger parce que est-ce qu'elles sont vieillissantes, est-ce qu'elles sont comment dirais-je, dans certains cas, peut-être pas renforcées. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut se retrouver avec des problèmes qui éventuellement pourraient être je dirais, quelque peu inquiétants. Mais effectivement, des tempêtes de ce genre, on en voit partout. On en a vécu une il y a une semaine ici à Vienne, pour tout vous dire. Mais elle est de type continental. Donc, comparer ce type de perturbation n'est pas toujours aisé. Voilà, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais effectivement, le principe de précaution, moi, je suis pour. Très bien, très bien. Abdelrahim Moussaour, d'abord, est-ce que vous n'avez pas été interpellé par les mesures prises à l'occasion de cette tempête, qui me semble, moi personnellement, je ne suis pas climatologue comme notre ami Sidi Ahmed, mais qui me semble extrême, disproportionnée même, et qui malheureusement tombe avec cette fameuse inauguration dont on nous rebat les oreilles depuis des mois et qui maintenant donc passe à la trappe, qui coïncide, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la visite de Boulos, qui coïncide avec la sortie de Slama Jelloul, dont nous allons voir une vidéo et dont nous allons parler. Est-ce que ça vous parle d'une façon ou d'une autre? Moi, je sais une chose, c'est que dans un premier temps, effectivement, comme vient de le dire monsieur Sidi Ahmed Simnad, monsieur Sidi Ahmed Simnad, c'est que quand il y a des prévisions en rapport avec la météo, en rapport avec les tempêtes, etc., le sens de responsabilité, le sens dans une dimension logique, le sens de responsabilité, c'est d'alerter, c'est de faire des campagnes de sensibilisation, sachant que
l'Algérie n'est pas un pays à part, c'est un pays qui peut être touché par n'importe quelle tempête, par n'importe quel changement climatique. Ça, c'est d'un point de vue logique, d'un point de vue objectif. Ce qui serait par contre, dommage, si c'est tout à fait vraiment le cas, ce serait pour les autorités de notre pays d'utiliser une telle situation sérieuse qui pourrait engager la société, les institutions, les écoles, etc., pour camoufler ou pour cacher éventuellement une réalité amère derrière tout ça, c'est-à-dire ce qui pourrait être politique, économique. Là, puisqu'on parle d'un sujet, même si nous, à notre niveau, nous essayons de voir la chose de manière objective, mais n'oublions pas que généralement les systèmes, notamment le régime en Algérie, il fait, comme on dit, il fait feu de tout bois. Ça veut dire il essaie d'instrumentaliser toutes les situations, soit pour imposer une réalité, un fait accompli, ou peut-être cacher une réalité qui ne lui est pas garantie, qui ne lui est pas gagnée. Je m'explique. Dans la mesure où il y a plusieurs semaines de cela, on peut dire quelques mois, c'est-à-dire le tournant qui explique même à ceux qui ont toujours soutenu le système en Algérie, ce qui explique que ce système est défaillant, c'est la main de Benjamin à l'ONU. Ça veut dire que l'arrivée pour le plan de Trump. Le plan de Trump, effectivement, c'est la trumpisation de la scène politique internationale qui va de l'Amérique, en Asie, en Europe, en passant malheureusement par l'Afrique. Donc ça montre que les systèmes qui n'ont pas de véritable base populaire, les systèmes qui ne tiennent qu'à un fil de destruction, un fil de dictature, etc., ils ont peur pour leur avenir. Et là, je peux dire aussi, je le dis de manière assumée, et j'assume même mes propos, c'est que ceux qui nous gouvernent en Algérie, au-delà de ces dangers météorologiques, la tempête, etc., ils ont plus peur pour leur maintien en place que pour l'avenir de notre pays. Alors, sur le plan économique, ça nous montre qu'effectivement, on peut reporter une inauguration de 2-3 jours pour des raisons climatiques, mais est-ce qu'il y a une feuille qui a été affichée comme quoi l'inauguration, comme quoi les travaux se reprendraient plus tard? Mais il ne tient qu'à eux de démontrer que nous sommes de fiefés complotistes en organisant la même inauguration quand la tempête sera passée. De toute façon, pour nous démentir. Le complotisme, tu l'as bien fait de le dire au tout début de l'émission, mais un complot réel qui dure des décennies, ce n'est plus un complot, ce n'est plus un problème, ça devient tout un système. Depuis l'indépendance de notre chère Algérie, à chaque fois qu'il y a une voix discordante, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une voix, y compris de la part de celles et ceux qui ont longtemps soutenu les positions de ce système. À chaque fois qu'une voix s'inscrit dans l'opposition, elle n'est pas dans le même agenda que les décideurs, cette voix risque d'être éteinte du jour au lendemain. Crie au loup. Et justement, à chaque fois qu'il y a une voix discordante... c'est-à-dire, ce que je voulais dire, si tu me permets, Jamaldine, c'est-à-dire, ceci dit, il faut rappeler que la situation, la tempête, la situation météorologique, etc., on n'est pas contre le fait d'appeler à l'attention, à la prudence. La prudence, elle est très importante. Et j'ai envie de répondre aussi à un journal français, vous m'excusez, je ne me rappelle plus lequel exactement, mais qui a tenté de montrer une image sombre de l'Algérie, comme quoi les décideurs en Algérie ont annulé 2 jours de scolarité, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, à cause d'une tempête. Vous m'excusez, mais ça peut se passer, c'est tout à fait normal. Quand il y a des prévisions qui ne sont pas rassurantes, la prudence, elle est de mise. Parce que tout simplement, chez eux, en France par exemple, il y a des tempêtes autrement plus ravageuses, avec des vitesses de vent 3 fois plus que ce qui se passe en ce moment en Algérie, mais sans interruption,
de la vie économique et sociale. Mais puisque vous parliez à chaque fois que quelqu'un est dans un registre différent, on se précipite pour le réprimer. Et avant de revenir à ce sujet très grave de cette polémique sur Arjbilet, dans laquelle Sidi Minad Sidi Ahmed va nous être très utile, nous allons d'abord vous rappeler que l'ingénieur, le docteur Slama Jelloul, a été reçu dans une chaîne de télé proche du régime pour parler de Rajbilet, du projet de Rajbilet, entouré de laudateurs, de gens qui sont dans le sens du régime et qui se flattaient d'avoir, de voir bientôt ce fameux projet voir le jour. Lui a un peu rafraîchi l'enthousiasme en leur disant des choses très objectives. M. Sidi Ahmed Simenet va nous dire si c'est vrai ou non. Et il a dit ce qu'il a dit, mais de façon très objective de mon point de vue. Il est resté très mesuré, très modéré, et il a disparu. Il a été l'objet d'une disparition forcée pendant 4 jours, sans aucune information pour sa famille qui le cherchait partout. Puis on a appris qu'il a été présenté par la gendarmerie au juge d'instruction qui l'aurait inculpé. Il circule des rumeurs et d'autres sur ces 4 jours. Certains parlent même de mauvais traitements qui n'auraient pas permis de le présenter au juge d'instruction dans l'état où il était. Ça reste une rumeur, rien d'établi. On attend la déclaration des avocats. Sinon, nous allons d'abord l'écouter. Les chiffres sont là, quand est-ce qu'on sera rentable, on ne sera pas rentable. Les chiffres sont là, sur $80, la tonne, on produit 2200 actuellement, moi je peux dire facilement, je produis 5000, je vais agrandir, 5000 par $80, somme totale, 65 millions de dollars par an. 65 millions de dollars par an, ça fait 3,5 milliards de dollars, باش ترونتابيليزيها تحتاج 50 سنة pour ne pas dire 60. Sidi Ahmed, Sidi Minad Sidi Ahmed, avant d'en arriver au projet proprement dit, sur cette disparition forcée de ce monsieur qui est allé à la télévision et on lui a posé une question, il a répondu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette énième affaire de ces méthodes de barbouze, de ces méthodes de terrorisme d'État? C'est Jamel, je suis atterré par cette nouvelle. Au départ, pour être franc avec vous, je n'y croyais pas tellement. J'ai dit ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que Dr Slama, comme vous l'avez si bien dit, était très mesuré. Et au risque, moi, de passer dans votre camp de complotiste, je dirais que, en fait, moi, j'aurais dit encore quelque chose de plus grave que ça, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je connais le sujet de Garajbilet pour la simple et bonne raison que, en tant qu'environnementaliste, j'avais été à l'époque aussi impliqué dans une étude à ce sujet. Mais ce qu'a dit le docteur Slama est très mesuré. Il a donné des chiffres qui, je dirais, ne sont pas si contestables que ça, même si, je dois vous dire, il y a une valse de chiffres actuels que j'essaie de maîtriser dans toutes les informations, dans toutes les vidéos YouTube, interventions de X et de Y au niveau en Algérie. C'est effarant parce que, croyez-moi, il n'y a pas de chiffres qui collent avec les autres. Donc ça montre qu'on est en plein brouillard. Et je serais heureux je dirais, de commenter tous ces chiffres. Justement, nous allons revenir à vous pour le projet proprement dit. Mais je voulais aussi exprimer toute ma sympathie pour le docteur Slama et j'espère que tout ce qui se dit sur lui, mauvais traitement, etc., n'est pas fondé parce que ce serait d'une gravité extrême.
on parle d'un homme de science, d'un homme de connaissance, qui a exprimé quelque chose qui est tout à fait normal. On aurait pu lui opposer un débat où on lui démontrerait que ces chiffres ne tiennent pas la route, tout simplement. Mais bon, je crois que c'est la nature du régime, et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait vraiment peur. Et c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi? Et je dois vous avouer que je connais beaucoup de gens en Algérie qui peuvent parler en long et en large, peut-être mieux que moi, de ce sujet-là, mais qui se taisent. Parce qu'effectivement, ils m'ont dit, pour être tout à fait honnête avec vous, qu'on ne veut pas risquer une quelconque, je dirais, arrestation ou maltraitance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tout simplement parce que ces gens-là sont connus, ils ont l'expertise pour ça. Et en donnant des chiffres concernant notamment Garage Billet, et je peux vous dire, c'est Jamal, je peux vous donner des chiffres sur tous les autres méga projets. Nous allons y venir dans un petit instant. Inch'Allah, très bien. Abdelrahim, sur ce que vient de dire Sidi Mned, Si Ahmed, que des gens dans ce pays aujourd'hui ont peur de s'exprimer. Moi, personnellement, je connais des gens de très grandes compétences que nous envient des pays étrangers. Je ne citerai personne pour ne désigner personne, mais tout le monde les connaît. Que les États-Unis nous envient, que la France nous envie, que la Grande-Bretagne nous envie, mais qui ont préféré rester en Algérie au sein de leur famille, de très grandes compétences dans la banque, dans la finance, dans la haute technologie, dans les sciences mathématiques, et qui ont peur aujourd'hui de dire leur avis sur des questions et d'autres, parce qu'ils ont peur que ne leur arrive ce qui vient d'arriver au docteur Slama. Alors d'abord sur cette histoire d'enlèvement, de kidnapping, de mauvais traitement, de disparition forcée pendant 4 jours, Abdelrahim. 4 jours, avec une famille très inquiète qui ne savait même pas à qui s'adresser. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord sur cette énième transgression du droit par ce que moi je mets entre guillemets par l'État algérien? Je pense que cette question, si elle est posée à n'importe quel citoyen algérien, il se place de manière correcte et juste dans ses propos par rapport à la description de la situation en Algérie. Il y a quelques mois de cela, le gouvernement de ce régime qui nous gouverne avait exposé la nouvelle loi de finances 2026. Vous parliez à l'instant de ces grands experts, de ces grands chercheurs, de ces grands docteurs, que ce soit en Algérie ou même que ceux qui sont établis ailleurs, et que les grandes puissances, entre guillemets, nous envient, effectivement aujourd'hui. Quand ils jettent un coup d'œil sur cette loi de finances, ils disent que c'est intenable, que c'est la catastrophe, mais est-ce qu'ils peuvent le dire sur l'espace public? Est-ce qu'ils peuvent le dire à la télé? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'on assiste, depuis l'indépendance du pays, et ça s'est aggravé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est doublé, ça s'est triplé, cette répression. Ça veut dire que dès qu'on donne des chiffres qui sont soit contraires ou différents de la propagande émise par le système, on risque d'être arrêté. Monsieur Slama aujourd'hui, Djeloul Slama, à qui on témoigne aussi notre solidarité, notre soutien indéfectible, là, à l'heure où on parle, il fait partie des détenus d'opinion en Algérie. Parce qu'il s'est exprimé, non pas sur la chose politique, non pas sur les libertés d'expression, la liberté d'expression, les libertés fondamentales, non pas sur le système de gouvernance, non pas sur la question de la répression en Algérie. Il s'est prononcé sur une question économique qui engage une propagande systémique du système. Parce que dire en 2019 que 3 ans après, c'est-à-dire en 2022, l'Algérie serait parmi les pays les plus innovants au monde, dire en 2019 que dans 4 ans ou 5 ans,
l'Algérie serait la plus grande puissance leader des pays émergents, économique ou leader des pays émergents, comme tu le dis, et voir la réalité en face, nous avons deux mondes différents. Vous pouvez appeler un citoyen, un observateur de la situation en Algérie, lui demander de ses nouvelles ou des nouvelles de l'Algérie, il va vous dire une chose. Vous voulez que je vous parle de la réalité du terrain ou de l'Algérie du journal télévisé de 20 heures? C'est ça la question. Je vais vous dire mon sentiment personnel, mes chers amis. C'est un peu dur à dire, je vais encore être peut-être dans le complotisme. Moi, personnellement, je ne pense pas que le docteur Slama a été enlevé, peut-être même maltraité, parce qu'il a parlé de Raj Bilet. Pourquoi? Parce que d'abord, cet entretien, il l'a fait le 16. C'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est pas il y a 4 jours, c'est pas il y a 5 jours. Le 16. Et du 16 jusqu'au jour où il a été enlevé, il n'a pas été inquiété. Sauf qu'on a retiré de la chaîne on a retiré l'émission. Elle n'est restée que sur le YouTube que les gens ont eu l'intelligence de prendre. Moi, à mon avis, ce qui dérange, c'est qu'il a parlé du fer et de cet investissement quasiment à perte qu'il va falloir passer 50 ans. Mais notre ami Sidi Minnet va nous dire ce qu'il en pense. Et dans le fer, il y a quelque chose qui cloche. Vous savez quoi? Il y a une société société turque privée qui s'appelle Tosyali, qui est exploitante du complexe sidérurgique de l'Hajjar, mais avec de l'argent public et sans contrôle. Comme ce fut le cas de Orascom. Par exemple. Mais là c'est énorme, c'est énormissime. C'est le fer. Alors, le fer. Donc, cette société Tosyali, d'ailleurs, Trump, qu'est-ce qu'il a fait pour cette société? Il a décidé d'imposer de très lourds droits de douane sur l'acier algérien. Pourquoi, selon lui? Il accuse le régime algérien de concurrence déloyale. Et pourquoi concurrence déloyale? Il dit, le département de commerce des États-Unis, il dit qu'il va imposer 72,94% sur les importations de barres d'armature en acier algérien. Pourquoi 72,90%? C'est parce que ce chiffre se fonde sur la subvention de l'État algérien dans la production de ce fer et donc au profit de la société turque privée Tosyali qui, maintenant je vais accoucher du gros pavé, qui est très proche du fils Tebboune, qui a la haute main sur beaucoup de relations commerciales entre la Turquie et l'Algérie, dans le domaine des sociétés privées. Et je m'arrêterai là. Je redonne la parole à notre ami Sidi Minnet Si Ahmed. Parlez-nous un peu, éclairez-nous sur ce projet, qu'on comprenne enfin de quoi il est question. Et après, je me permettrai de vous poser une autre question sur la plus grande ferme laitière du monde dont on ne parle plus ces derniers temps. Mais je vous laisse d'abord nous parler de Raj Bilet. Oui, c'est Jamel. Premièrement, comme je l'avais dit au départ, il y a une valse de chiffres à donner le tournis. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'aucun chiffre ne correspond avec un autre. Donc, soit en termes de rentabilité, soit en termes de coûts d'extraction, de coûts d'exploitation, de coûts de transport, sans parler de tous les à côté, comme l'acheminement de l'eau, parce qu'il faudra beaucoup d'eau, et on va le ramener notamment de notre chère nappe albienne, qui semble-t-il aujourd'hui va être exploitée à tout va. Et vous avez cité l'exemple de la grande ferme avec les Qataris, parce que ça aussi, ça va consommer de très grosses quantités d'eau. Également, pour passer à un produit qu'on nous dit, parce qu'on parle, attention, on nous parle d'un méga projet structurant. Ce n'est pas un projet qui est, en principe, selon les autorités algériennes, destiné à l'exportation du minerai de fer ou des minerais ou d'un fer, disons,
semi-brut. Non, on nous dit on va être un des leaders de la production notamment d'acier et de produits assimilés. Je reviendrai sur ce côté-là. Maintenant, en parlant de chiffres, si on s'en tient à des chiffres théoriques, effectivement, on peut éventuellement considérer que ce projet va être quelque part un projet phare et va au-delà de ce qu'on peut appeler un projet rentier. Parce qu'effectivement, il va nous permettre d'être dans les top 20 des producteurs d'acier dans le monde. Sauf que il faut préciser une chose, c'est que d'abord, la production d'acier, aujourd'hui, au moment où je vous parle, demande des technologies très élaborées. Pourquoi? Parce que l'acier, pendant très longtemps, avait un gros problème qui était sa teneur en CO2. Et aujourd'hui, la décarbonation des économies mondiales n'est plus une vue de l'esprit, mais c'est une réalité surtout sur le marché mondial. Aussi, en parlant des technologies de pointe, cela veut dire que vous aurez à produire divers types d'acier, divers types de produits dérivés de l'acier, et qu'on ne voit pas au niveau donc de ce méga projet. Comme si, quelque part, on nous disait on va produire de l'acier, point. C'est pas aussi simple que ça. Je suis désolé, mais ça va beaucoup plus loin et ça devrait aller beaucoup plus loin dans la réflexion, notamment industrielle et économique. Bien sûr, on ne nous parle pas du tout des dégâts sur l'environnement, comme si ce n'était pas une préoccupation aujourd'hui en Algérie. Il faut aller vers l'industrialisation à pas forcer, etc. Mais cette industrialisation, on ne la voit pas. Bon, maintenant, on passe aux chiffres. On nous dit, d'abord, il faut savoir que c'est un projet c'est une affaire qui est très vieille, du temps de la France déjà. Les Français avaient conclu, à travers plusieurs études, on peut aller les consulter, que l'exploitation du fer de Garage Billet ne pourrait en aucun cas être rentable pour deux raisons majeures. D'abord le transport, mais apparemment on dit ça, c'est réglé, et on verra aussi pour cette histoire de transport. Et en même temps, son contenu en phosphore, qui rend le fer de Garage Billet, le minerai de fer de Garage Billet, moins performant, de moindre qualité, par exemple en le comparant à celui du fer des mines de Louenza. Pour vous donner un chiffre qui est très significatif, on passe de 0,1% de phosphore dans les mines de Louenza à peu près 0,8 voire 0,9% de phosphore pour le fer de Garage Billet. Donc, il faudra aussi déphosphorer le fer. Et déphosphorer le fer est une entreprise coûteuse. Les technologies aujourd'hui maîtrisées, on ne les connaît pas trop. On nous dit que les Chinois ont mis au point un procès technologique de pointe, mais en laboratoire. C'est-à-dire que est-ce que Garage Billet sera l'expérience à ciel ouvert pour les Chinois? Je ne saurais pas vous dire parce qu'on ne nous dit pas tout. C'est le problème de Garage Billet. Il y a beaucoup de non-dits. Et en même temps, lorsqu'on regarde, si vous voulez, la capacité d'extraction, enfin, quel est le contenu de ce gisement de Garage Billet, c'est à peu près 3,5 milliards, dont 1,7 milliard de tonnes exploitables. C'est exploitable au maximum. Entendons-nous bien, si tout va bien, si on arrive à tout maîtriser, ce serait 1,7 milliard de tonnes. Et sur 1,7 milliard de tonnes, il faut encore, comme je le disais, déphosphorer, donc construire une unité à côté qui est extrêmement polluante. Il faut aussi le préciser. Donc, cette eau-là qu'on va ramener apparemment d'Adrar et qui va coûter aussi un coût maximum qui n'est pas inclus dans tout ce qu'on nous raconte parce que ce sera un grand transfert d'eau et on sait combien ça coûte. Et en même temps, si on considère
Et ça, je reprends un peu les propos du docteur Slama, mais en étant plus pessimiste, croyez-moi. Si on considère que aujourd'hui, extraire une tonne de minerai de fer est dans les 101 à 108 dollars, c'est ce que ça coûte pour extraire une tonne de minerai de fer. Donc, après l'amener vers la station de déphosphoration, ça va coûter à peu près entre 25 et 30 dollars si vraiment la technologie est maîtrisée. Là aussi, on est dans un domaine qui est un peu brumeux, croyez-moi. Donc, on va ajouter à ce coût-là à peu près, disons, 5 dollars pour être large. On se retrouve à peu près à 125, 130 dollars. Plus, effectivement, non, pardon, je m'excuse, c'est l'exploitation du minerai de fer de Garage Billet va nous coûter à peu près dans les 41 dollars, auquel il faut ajouter à peu près 25 dollars de déphosphoration, ajouter à cela un transport, parce qu'on nous parle d'un transport, à supposer que ce soit juste pour un complexe sidérurgique à naître de Béchar. On nous dit que les travaux ont été lancés, c'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi d'emblée on va acheminer du minerai de fer alors que le complexe de Béchar n'est pas encore opérationnel, mais on va l'acheminer aussi sur Toziali dont vous aviez parlé, et les capacités ne sont pas énormes, c'est-à-dire les capacités d'absorption des quantités qui viendraient de Garage Billet, Toziali ne les a pas. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faudra poser. Et donc ce transport-là va coûter au moins dans les 10 à 12 dollars la tonne. Donc vous voyez très vite qu'on se retrouve à peu près dans les frontières de 100 dollars et un peu plus. Or, vendre la tonne de minerai de fer, qui n'est pas donc, qui est pratiquement à l'état brut, c'est à peu près 100 dollars. Donc 100 dollars contre 100 dollars, on se pose la question. Où est la rentabilité? Où est la rentabilité? À cela, il faut ajouter les coûts d'énergie, il faut ajouter les coûts d'eau, de transformation, de tout ce qui va avec la production industrielle en général, donc la sécurité, les contrôles, etc., etc. Donc c'est une question qui, pour moi, demeure franchement un grand point d'interrogation. Je me demande que se cache-t-il, moi je pose la question, que se cache-t-il derrière le projet de Garage Billet? Vous avez donné une piste, mais il y a peut-être d'autres pistes. Moi j'ai eu l'honneur d'animer une émission TikTok à ce sujet. J'avais dit que peut-être aussi au niveau de Garage Billet, il y a d'autres minerais qu'on nous cache. Est-ce qu'il y a des terres rares? Est-ce qu'il y a de l'uranium? Parce que le minerai de fer ne suffit pas à justifier ces coûts colossaux. On est en train de parler en tout à peu près de 7 à 8 milliards de dollars minimum d'investissement. Donc, et encore une fois, je passe sur la problématique de l'environnement qui doit être posée. Alors, justement, comme nous n'aurons pas le temps de traiter de l'histoire de la plus grande ferme du monde, supposée créer 100 000 tonnes de lait en poudre par an, qui aurait à accueillir 270 000 vaches laitières, etc., etc. C'est absolument hallucinant. Nous n'aurons pas le temps, mais je vous promets, si vous le voulez bien, de vous recevoir pour en parler et de continuer à parler de Garage Billet. Mais avant, puisqu'il nous reste quelques minutes, Abdelrahman Moussaour souhaite vous poser peut-être quelques questions ou faire des remarques. De toute façon, en tout cas, dans un premier temps, je tiens à remercier Monsieur Simnad pour ces éclaircissements qui s'inscrivent bien sûr dans la logique qu'avait suivi Monsieur Slama. Après effectivement tous ces éléments pratiques sur le terrain, le transport, le coût de l'extraction, la déphosphorisation, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Du fer dans son état brut, ouais. Avec le coût final, c'est-à-dire à l'échelle
à l'échelle internationale d'une tonne de la de fer, commerciabilité. je pense que en algérien, c'est-à-dire en langue algérienne, on dirait tout simplement, peut-être on n'aurait même pas ras le mel. Ouais, Ça veut dire avec tout ce qui serait dépensé pour l'extraction, mais effectivement, il y a la question qui revient après. Pourquoi La question, est-ce c'est que ça que ne cache pas quelque chose, justement? moi, je pense qu'à l'horizon, à l'international, il y a un certain Donald Trump qui ne se cache pas aujourd'hui de parler des pierres précieuses, ni de parler de l'or, ni de parler du diamant, etc. Des terres rares. Des terres rares, effectivement. Peut-être que ce méga projet de Garage Billet, il cache des réalités que le système a inscrit en connivence avec les autorités américaines. De toute façon, l'avenir nous le dira. Mais apparemment non, puisque M. Trump a décidé de fortement taxer le fer algérien au point de le rendre invendable en Amérique, alors que l'Amérique est un gros client de l'Algérie. Sachant que la mentalité de Donald Trump aujourd'hui, c'est aussi s'accaparer les richesses et la souveraineté des pays. Ouais. La raison qui a été avancée dans la surtaxation du fer algérien, c'est que une bonne partie, un grand pourcentage de ce qu'utilisent plutôt une subvention importante est faite par l'argent du contribuable algérien. Au profit d'une société privée turque. Au profit d'une société turque, mais c'est une façon de dire j'aurai la même mise sur les subventions de l'argent public algérien. Ça, c'est la mentalité extraordinaire du locataire de la Maison-Blanche aujourd'hui. Alors on a un système qui est même capable de proférer des mensonges, de dire des calamités, de dire c'est-à-dire de dire des promesses qu'il ne tiendra jamais, rien que pour reporter le mensonge, mais se satisfaire ne serait-ce qu'une petite durée de maintien. Abdelrahim, avant de donner le mot de la fin, docteur Sidi Mened, est-ce que tout ça, en plus de ce que ça pourrait cacher, de scandales et d'autres, est-ce que tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ne représente pas, j'allais dire, un signal de détresse pour notre pays, pour l'avenir de notre pays, y compris pour la sécurité nationale de notre pays? C'est un peu comme si on avait confié un orphelin désarmé à une bande de gangsters capables de tout. Moi, je ne pense pas que ce soit un signe de détresse pour notre pays, pour notre peuple, parce que un pays qui a un peuple pareil, c'est-à-dire un peuple algérien, avec tous ces mensonges d'État, avec toutes ces crises, qui maintient son caractère calme, son caractère pacifique, alors qu'un autre peuple aurait fait des dégâts, et il faut le dire, ce n'est pas pour opposer le peuple algérien aux autres peuples, mais l'histoire nous l'a montré. Par contre, le signe de détresse est du côté de ce régime qui est aujourd'hui dans une logique de desperado. Ça veut dire le désespoir de se maintenir fait de lui un mauvais perdant qui essaye aujourd'hui de se maintenir de la manière la plus pitoyable qui soit, y compris exposer l'Algérie au danger. Et mais il n'y a pas pire danger qu'un fauve acculé. Effectivement, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le peuple algérien qui a montré cette unité, sa patience, qui a montré son sens de responsabilité à travers un hirak pacifique, Silmiya, je pense que c'est le garant et c'est le salut de notre Algérie. C'est pour cela que l'espoir est toujours là. Merci pour ces mots rassurants. Sidi Mened, Si Ahmed, vous avez le mot de la fin, en moins de 3 minutes. Dites-nous ce que sont vos états d'âme, ce que sont vos craintes pour ce malheureux pays, ce que sont vos espérances aussi. Oui. D'abord, vous aviez parlé de Tossi Ali. Il est de notoriété publique que la raison pour laquelle on parle de dumping au niveau chez les Américains de l'acier produit par Tossi Ali, c'est la subvention notamment du gaz.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le gaz est pratiquement cédé gratuitement, en quelque sorte, à Tosyali par l'Algérie, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut bien noter, sans parler, bien sûr, des coûts de main-d'œuvre, etc. Mais en plus de cela, l'Union européenne va imposer un quota d'exportation des produits de Tosyali. Donc, c'est une double punition. Mais ce que j'aimerais ajouter lorsqu'on parle de rentabilité, c'est qu'il y a des investisseurs qui sont impliqués là-dedans, notamment les Chinois. Or, avec la nouvelle loi des mines, ou même avec l'ancienne, quelle sera la part qui sera prélevée par les Chinois, par exemple? 80%, puisque c'est ce que dit la loi, ou bien encore 49%, ce qui, en tout état de cause, va grever d'une manière sérieuse la rentabilité du projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, en parlant d'espérance, l'espérance, vous me connaissez, Sid Jamal, il faut que ce pouvoir parte. On n'en peut plus. C'est quelque chose qui est une nécessité impérieuse, vitale pour le pays. On le voit, et comme vous avez promis une émission où on parlera de tous ces méga projets, vous verrez, avec chiffres à l'appui, je dirais, sans sentimentalisme, sans patriotisme démesuré, etc., on va démontrer que tous ces méga-projets sont porteurs de danger. Et le danger, il vient d'où? Il vient de ce pouvoir. Donc, moi, j'aime bien terminer par cette phrase. Laissez le pays, ça suffit, parce que il y a de tout. On est en train de parler de rentabilité. Moi, je me demande s'il n'y a pas de la corruption là-dedans, s'il n'y a pas des histoires comment dirais-je, où des puissances étrangères nous imposent des choix. Justement, parler de la méga ferme des Qataris, là aussi, vous verrez, lorsqu'on en parlera, qu'il y a un problème très sérieux d'ingérence, je dirais, au niveau d'un tel projet. Voilà ce que j'ai à dire. Et voilà, vous verrez que je viens de rejoindre votre camp de complotistes. J'en suis très heureux. Merci, docteur Sidi Mennassi Ahmed. Un dernier mot. Je voudrais dire que... Abdelrahim. Bien sûr, je voudrais dire que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les démarches économiques, administratives, la propagande, etc., ce système qui nous gouverne doit se mettre une chose en tête, c'est que le peuple algérien est des plus pacifiques au monde. Il n'est ni revanchard, ni dans une dimension de vengeance. Le peuple a demandé à ce que les choses changent, à ce que le régime parte, à ce qu'un État basé sur le respect des libertés fondamentales, parce qu'il ne peut y avoir de progrès, il ne peut y avoir de développement si la souveraineté du peuple n'est pas respectée, si les libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de discussion même. En Algérie aujourd'hui, on arrive au point où des citoyens ont même peur de s'exprimer sur la chose politique, sur la voie publique. Cette voie publique que le Hirak a longtemps réclamée pacifiquement. Merci Abdelrahim, merci docteur Sidi Mennassi Ahmed, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Je tiens à exprimer toute notre solidarité avec le docteur Slama Jelloul pour avoir dit la vérité sur ce qu'il pense être un mauvais investissement dans des circonstances absolument déplorables. Comme je tiens à apporter toute notre solidarité, celle de mes invités, celle de North Africa TV, des militants qui viennent souvent dans cette modeste chaîne de télévision, les détenus d'opinion, les prisonniers politiques, les familles de disparus, et les millions, j'allais dire, d'Algériens, ces centaines de milliers de familles qui aujourd'hui traversent des moments très durs, très difficiles, avec l'arrivée très proche de Ramadan et qui ne pourront pas faire face à leurs besoins les plus élémentaires en ces temps de disette pour ceux qui sont invisibles,
que personne n'est autorisé à montrer aux opinions publiques internationales. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.